Président Franck Diongo, bonjour. Bonjour. Président Franck Diongo, vous êtes parmi les vaillants combattants qui vous êtes battus pour qu'aujourd'hui cette alternance soit effective. Les Congolais ont voulu le changement. Mais la première question, vous qui êtes l'homme du peuple, la souffrance s'accroît, l'argent ne circule pas. Le manger, les denrées alimentaires, flambée de prix, hausse de prix. Les Congolais veulent poser la question, posent la question à l'honorable l'homme du peuple. Est-ce que ce changement qu'on a voulu, c'est ce que nous avons aujourd'hui? Que peut-il nous dire par rapport à ça? Le changement pour l'ensemble du peuple congolais a pour sens l'amélioration de la qualité de la vie. C'est sa sécurisation, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est combattre la vie chère, c'est assurer une bonne éducation à nos enfants, c'est trouver les réponses aux problèmes de logement, c'est la sécurité, c'est avoir un état de droit, ainsi de suite. Vu dans cet angle-là, parce que le fils Tshisekedi est devenu président de la République, le président Félix Tshisekedi, qui est devenu président de la République, la demande nationale, l'urgence nationale du peuple congolais, c'est que le peuple a besoin de voir les signes réels du changement de régime, notamment la démarcation dans la gestion par rapport à l'ancien régime. Les signaux forts doivent être envoyés. Et là, le président Félix a dit aux Congolais que cette année, c'est l'année de l'action, l'année des actions. Alors, comme nous sommes encore au premier mois, il faut peut-être un délai de grâce pour voir combien de temps nous allons évaluer. Et moi, j'ai déjà donné mon évaluation, ça sera de 3 à 6 mois dans un délai. De 3 à 6 mois, on pourrait évaluer qu'est-ce que le président de la République, dans l'année de l'action, qu'est-ce qu'il a fait. Pendant qu'on évalue 100 jours du président Félix, les sauts de moutons posent problème aujourd'hui, des bouchons comme pas possible. Il y en a même un dont les tôles sont tombées, on a vu du côté de la Tchangou que rien n'a été fait. Et dans vos déclarations, nous apprenons que vous aviez demandé au président de la République de confier une mission d'audit et d'enquête à l'inspection générale de finances pour voir clair. Pourquoi cette démarche? Quel est le problème? Aujourd'hui, il y a un blocage. Les travaux sont arrêtés. Est-ce que les travaux sont arrêtés? Quelles sont les raisons? D'abord, dans les programmes de 100 jours, les sauts de moutons ne sont pas dans les programmes des premiers ministres, ne sont pas dans le budget de l'État. Ils sont incorporés comme une dépense de la présidence. Donc, les décaissements de cet argent passent par la présidence. On dit que le ministre des Finances bloque. Monsieur, est-ce que vous pouvez me permettre que je termine? Ça, ce sont des questions qu'on ne relance pas, ce sont des questions qui ne sont pas politiques, des questions techniques. D'accord. Je disais que ces programmes d'urgence, notamment les sauts de moutons, ne sont pas ni dans les programmes du Premier ministre, tel qu'adopté au Parlement, ni dans le budget de l'État. Ce sont des dépenses incorporées à la présidence de la République. Vu dans cet angle-là, la procédure de décaissement passe par la présidence de la République. Alors, question. Est-ce que l'argent a été détourné? 2. Est-ce que l'argent que le gouvernement a donné a été réellement donné aux entreprises? Est-ce que ce sont les entreprises qui ont mal géré? Parce que les recherches que nous avons menées, le dernier paiement relève des mois d'octobre. Des mois d'octobre. Alors que les travaux devaient avoir lieu pendant 3 mois pour terminer. Est-ce que le problème est au niveau des entreprises? Parce qu'il y a un problème également des matériaux de construction et de la technologie aussi. Par exemple, la structure métallique, la superstructure métallique, là,
on ne fait pas au Congo. Il faut l'importer de l'extérieur. Les bétons précontraints, on ne le fait pas au Congo. Cette technologie, on n'en a pas. Il faut importer de l'extérieur. Alors, tous ces éléments-là, les Congolais n'ont pas besoin de ces explications. Ils ont besoin de résoudre les problèmes de l'embouteillage. C'est comme ça que j'ai proposé au président de la République, parce que l'inspection générale de finances relève de l'autorité du président de la République. Il faut qu'il y ait un arbitre, un service spécialisé pour permettre de procéder à une enquête en termes soit d'audit pour voir comment la gestion financière de l'argent décaissé a été opérée ou exécutée. Parce que lorsque tu dis que le ministre des Finances se bloque, là je parle maintenant, je prends l'étiquette parlementaire. Il y a, lorsque nous votons le budget, ce qu'on appelle les instructions budgétaires. Les instructions budgétaires exigent aux gestionnaires qui engagent des dépenses le suivi et évaluation. Donc, le ministre des Finances, là, il n'y a pas de politique dans ce que j'ai dit. Le ministre des Finances a le pouvoir de demander, de procéder à une évaluation, suivi évaluation de l'argent décaissé. Ça, aucun spécialiste ne peut dire que ça, c'est la politisation. Vital Kamerhe n'est pas d'accord avec cette option. Laisse-moi. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour savoir qu'il n'y a pas sabotage, parce que c'est pour montrer que non, le ministre des Finances, est-ce qu'il fait le sabotage pour que le président de la République échoue et qu'il y ait un désaveu de quinoa contre lui parce que la population souffre avec ces embouteillages. Voilà pour départager les gens. Il faut l'arbitre pour montrer non, le ministre des Finances n'a pas raison, il n'a pas décaissé de l'argent voulu, l'argent a été bien employé, bien utilisé. Il faut un arbitre faire une enquête. Je peux pas. Moi, j'ai un problème de devoir de vérité, tu connais. Devoir de vérité, devoir d'objectivité. Dans l'histoire du pays, on ne gère pas un pays avec des sentiments. On gère un pays avec les règles de transparence, les règles de la gouvernance. N'oublie pas que pour Franck Diongo, nous plaidons pour une gouvernance intègre. D'accord. La gouvernance intègre exige un autre devoir de redevabilité, de rendre compte. Le peuple a besoin de savoir combien d'argent l'État a décaissé. Est-ce que c'est arrivé chez les entreprises? Est-ce qu'il y a compatibilité, Peter, entre les montants décaissés et ce que les entreprises ont reçu et ce que les entreprises présentent comme bilan d'exécution d'avancement des travaux? Déjà avec l'IGF, il y a un précédent fâcheux avec l'affaire 15 millions. Déjà, il y a un rapport de l'ODEP où on a vu qu'il y a des surfacturations de beaucoup de projets en rapport avec cette question de saut de mouton. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse jeter de l'huile au feu et que le président de la République puisse tout simplement s'en passer de votre proposition? Mon problème, il y a deux choses. Les sautes moutons doivent être construites et terminées, être exécutées totalement pour résoudre les problèmes d'embouteillage. Je vous ai dit que dans l'hypothèse où l'État n'a pas l'argent, le président doit chercher de l'argent pour terminer presque son projet. Je vous donne un exemple. Pourquoi il faut faire une enquête? Parce que quand tu prends la route de Livolo, la route qui amène vers nos étudiants, vers l'université, il y a une forte population qui est là. C'est les routes qui amènent de là. Il y a eu 41 Congolais sont morts. Le président de la République est parti là-bas, Peter. Le ministère des Finances a décaissé 400 000. Jusqu'aujourd'hui, le chantier est arrêté. Le gouvernement... C'est pas faire dessin pour que Félix échoue. Le gouvernement, les entreprises, ou l'entreprise qui a exécuté les travaux, a écrit au gouvernement que nous avons arrêté les chantiers parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, le paie qui a été exécuté, l'entreprise est partie prendre à crédit les fournitures de 600 000 $, ce qui font qu'on a calmé un peu la situation de l'érosion qui est là. Mais en défaut de terminer les travaux, s'il y a de fortes pluies, ça peut emporter même tout ce qui a été fait comme sauvetage. Mais pour sauver la situation. Donc il y a des gens qui travaillent pour que Félix échoue. Moi, je suis un chercheur, je travaille sur les données. C'est pourquoi j'ai besoin, même dans cette histoire de la route de l'université, que, bien entendu, dans la mission, on peut élargir
la question des sauts des moutons jusqu'à cette route de l'université pour voir. C'est ce que je dis. Est-ce que le ministre des Finances a raison, je suis dans les questionnements, Peter, a raison par rapport au décaissement? C'est-à-dire, la loi de finances, à travers les institutions budgétaires, donne droit au ministre des Finances de faire le suivi et évaluation de l'argent décaissé. Ça, c'est légal. Mais est-ce qu'il se couvre derrière ces prétextes pour saboter les actions du président de la République pour que tout ce qu'il fait à Kinshasa, il soit humilié et qu'il y ait un désaveu? Il faut une enquête objective pour établir les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que tout l'argent décaissé parce que tout l'argent décaissé pour les chantiers en urgence passe par la présidence, par exemple. Est-ce que la présidence donne tout cet argent-là aux entreprises? Est-ce que vous n'avez pas... Il faut une enquête de vérité à travers un service spécialisé qui a la compétence, c'est l'UGF. Oui, mais M. Franck Diongo, à vous entendre parler, vous êtes parmi les acteurs politiques les mieux informés de ce pays. Vous avez d'ailleurs des chiffres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que la coalition FCC-Cash travaille pour que Félix Tshisekedi échoue au regard de ce que vous venez de dire? Mais Peter, mais tu es parmi les journalistes les mieux renseignés. Ils connaissent la capacité prophétique de Franck Diongo. D'anticipation. La capacité d'anticipation. Parce que jusque-là, la vision prophétique de Franck Diongo n'est pas encore démentie à ce jour. Au mois d'avril, vous avez été là. Je vous ai dit en termes de théorie et de principes, il est impensable d'avoir un mariage entre une démocratie et une dictature. Le mariage FCC-Cash, c'est un mariage qui porte le germe des conflits, qui porte le germe de clash. Et je vous avais prévenu, c'est un mariage en apparence, Peter. Ils font semblant de s'attendre. Ils sont réellement en cohabitation. Ils ne sont pas en coalition. Parce que en théorie, une coalition majoritaire au pouvoir, c'est le président de la République qui est le chef de la coalition majoritaire. Mais ici, lorsque vous avez une présidente de l'Assemblée nationale qui clash, c'est d'ailleurs la question qui devait suivre, qui clash publiquement le président, qui contredit le président, qui donne même des leçons de droit au président Janine Mabunda, la coalition pose problème. Pas seulement que la coalition pose problème, à la question que vous soulevez, donc la demande des nations par rapport à la coalition FCC-Cash, la demande des Congolais, c'est que le président Félix puisse dissoudre le Parlement, ce qui va avoir pour conséquence directe la rupture de la coalition. Il doit consulter le Premier ministre et le président de deux chambres. Je vais revenir là-dessus, de la coalition. Alors, revenons d'abord, parce que tu poses beaucoup de questions à la fois. Revenons, Peter, sur la situation de la dissolution de l'Assemblée, les comportements indélicats de la présidente de l'Assemblée nationale par rapport au président de la République. La situation de la dissolution de l'Assemblée, là je te parle comme co-rédacteur de la Constitution en vigueur. Nous avons rédigé des résolutions à Sun City, nous avons rédigé la Constitution de la transition et nous avons également rédigé l'actuelle Constitution dont nous avons l'esprit et la lettre des articles que vous interprétez. Donc, quel a été le débat dans chaque article quand on rédigeait la Constitution? Peter, là, il faut faire recours au droit parlementaire pour mieux comprendre et discerner cette question dont Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a soit la mauvaise foi, soit l'inexpérience, soit l'immaturité ou soit l'ignorance. Je ne suis pas qualifié, mais ce n'est pas correct. Premier élément, pour bien entendu dissoudre l'Assemblée nationale, la condition est il faut qu'il y ait une crise persistante entre entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Première question. Qui est le juge de la constatation de la crise persistante?
La manière que nous avons rédigé la Constitution, il n'y a qu'un seul juge. C'est le président de la République. Deuxième question. Quel est l'essence constitutionnelle de la crise persistante? Réponse. Il n'y a pas de définition constitutionnelle de la crise persistante. Qui donne le contenu? Il n'y a que le président de la République qui apprécie de par son pouvoir discrétionnaire, de par son intime conviction, de par sa conscience et sa volonté. Troisième question. Les caractères persistants là, c'est combien de temps? Nous n'avons pas défini dans la Constitution si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois. Donc pour les conditions, vous avez compris. Maintenant, une autre suite, Peter. Quelle est la procédure pour dissoudre? C'est là la question. Quelles sont les conditions pour dissoudre? Exact. Lorsque nous avons rédigé la Constitution, le président de la République, pour dissoudre l'Assemblée nationale, lorsqu'il constate qu'il y a crise persistante, il doit consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président et le Premier ministre. Quelle est la portée politique et juridique de cette consultation? Parce que j'entends beaucoup de confusion, et à l'Internet, et dans les différentes télévisions. Je le devoir, à travers ma petite expérience d'un parlementaire depuis 2003 à ce jour, d'un chercheur sur la question congolaise, d'un chercheur sur les droits parlementaires, j'ai le devoir d'éclairer l'opinion pour laver la confusion qui est grandissante. En fait, par rapport à la consultation de ces 3 acteurs, la portée politique et juridique, Peter, c'est une simple consultation des demandes et d'explications. Parce que le Premier ministre a la responsabilité de répondre devant le Parlement avec ses ministres. Pourquoi ça ne marche pas, Monsieur le Premier ministre? Des explications. Le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez le pouvoir de sanctionner le gouvernement. Lorsque le président constate, il a la conviction d'agir. Mais maintenant, la confusion qui est dans l'opinion, c'est quoi? Le président de la République n'est pas tenu à accepter ou rejeter les explications des gens qu'il consulte. Donc, il n'est pas tenu à l'avis des premiers ministres, des présidents de l'Assemblée, des présidents du Sénat. Donc, il n'est pas tenu, il n'est pas lié. C'est comme un avis du ministère public, quand on est dans un procès pénal, il vous dit, il faut condamner les accusés de peut-être 20 ans de prison et les juges acquittent, dont le président n'est pas lié à la volonté, à l'avis de tous ces 3 acteurs. Oui, mais président Franck Diongo, est-ce que, question franche. Maintenant, est-ce que cette ordonnance de dissolution peut être attaquée en justice? Pour haute trahison. Je vais revenir sur la confusion là. Non, même d'une manière générale, est-ce qu'il peut être traduit en justice pour ça? Est-ce que cette ordonnance peut être attaquée au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle? Non, monsieur. C'est un acte de gouvernement. Ça ne peut pas être attaqué ni à la Cour constitutionnelle, ni au Conseil d'État. C'est à tort, par ignorance, qu'on a fait croire à l'opinion que l'ordonnance de dissolution du président de la République, qui est un acte de gouvernement, et là, je mets à défi tous les chercheurs en droit parlementaire, droit constitutionnel, en droit pénal, de montrer, à droit administratif, de montrer qu'une ordonnance de dissolution, qui est un acte de gouvernement, peut être attaquée. On dit que le président va être traduit en justice pour haute trahison. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, la situation de la déclaration et les sorties médiatiques de Mme Mabunda Peter. En fait, c'est une honte. J'ai honte d'appartenir à un pays qui a de tels comportements à travers une grande nation comme l'Assemblée nationale. Notez. Acte négatif 1. Le fait que sous la présidence de Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale,
les actes du président de la République, les ordonnances du président de la République soient inscrites dans le point à l'ordre du jour où on a dans une plénière porté outrage, des insultes, des injures au président de la République. Il n'y a aucun article de la Constitution Peter où nous qui sommes rédacteurs, on a permis qu'il y ait un débat sur les actes du président. On l'a traité d'inconscient. C'est la ligne rouge dépassée, c'est l'excès de pouvoir, c'est outrage au président de la République. Alors que Peter, lorsque nous avons rédigé la Constitution, nous avons protégé et l'animateur et la fonction, c'est dire que nous avons dit, Peter, que la personne du président de la République est inviolable. Et nous allons continuer pour dire que tous les propos outrageants au président de la République seront érigés. La présidente de l'Assemblée nationale, Peter, n'est pas qualifiée, n'est pas compétente. La liberté d'expression et d'opinion. N'a pas le pouvoir. Elle a le droit d'exprimer son opinion. N'a pas le pouvoir, Peter, de donner les leçons de morale au président de la République. Encore moins, qualifier les actes du président de la République de haute trahison. Ce sont des affirmations qui n'ont pas de base légale. Parce que sur le plan de droit, Peter, citoyen administratif, les compétences sont d'attribution. Ce sont les attributions circonscrites dans la Constitution de la République, dans les lois de la République. D'où Mme Bunda trouvait-elle le pouvoir de requalifier les actes du président de la République. D'où trouvait-elle le pouvoir d'inscrire à l'ordre du jour les ordonnances du président de la République. Donc en fait, Mme Bunda s'arroge un pouvoir non reconnu ni par les lois de la République, ni par la Constitution de la République. Là où encore Mme Bunda doit apprendre de droit parlementaire, c'est à ce point suivant. Le pays n'est pas en crise parce que nous avons voté le budget, nous avons voté le gouvernement. Il n'y a pas de crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ça s'appelle une lecture erronée. Voilà l'essence réelle qu'il faudra donner, Peter. Lorsque nous avons rédigé la Constitution, quelle est l'essence réelle lorsque nous avons les conflits, la crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale? Quelle est l'essence réelle du gouvernement ici? Ce n'est pas le gouvernement restreint avec le Premier ministre et le ministre. C'est un gouvernement élargi, y compris le président de la République et les actes du président de la République. Pour simplifier, Peter, lorsque nous avons rédigé la Constitution dans ce régime semi-présidentiel, il y a la séparation du pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Nous avons conçu, Peter, un exécutif bicéphale, c'est-à-dire, vous avez le chef du gouvernement restreint qui répond devant l'Assemblée nationale ou le Parlement en général et le Sénat, et vous avez le chef de l'exécutif national qui est le président de la République qui ne répond devant personne. C'est à cela que nous avons dit. Pour montrer le pouvoir exorbitant qu'on a donné par la République, il n'y a que lui qui peut convoquer le Conseil des ministres, il n'y a que lui qui peut présider le Conseil des ministres. Donc, à l'exécutif national, le chef, c'est le président de la République. Les conflits entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il faut inclure les actes du président de la République. Voilà pourquoi il y a la crise. Là, on est déjà en conflit. La nature de la crise. Parce qu'on n'a pas défini, il n'y a pas un sens constitutionnel, il n'y a pas un contenu, une définition constitutionnelle. Il y a la doctrine. Dans la doctrine, prenons la crise comme les conflits. Donc il y a les conflits entre les gouvernements
et l'Assemblée nationale. À quoi consistent ces conflits-là? Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de crise, alors qu'il y a crise. D'accord. Les ordonnances du président de la République, Peter, qui sont en souffrance pendant 6 mois. Bloqué par le ministre du portefeuille. Bloqué par le ministre du portefeuille. Alors que Madame Mabunda, chef de corps de l'institution, parce que lorsque nous on a rédigé cette constitution, Peter, Madame Mabunda a l'obligation d'observer, Peter, les droits de retenue et de réserve par rapport au président de la République, parce que Madame Mabunda est chef de corps. Donc elle a péché. Pas seulement elle a péché, elle a outragé le président de la République, elle a dépassé la ligne rouge. D'ailleurs, à l'époque de Maréchal Mobutu, à l'époque de, avant de terminer cette partie-là, à l'époque, Peter, de M. Kabila, il a exigé la démission de Kamere pour une seule déclaration. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut exiger la démission. Il y a conflit. Est-ce qu'il en a le cran? D'ailleurs, il faut qu'il ait le pouvoir pour le faire. Peter, Félix Tshisekedi peut même interdire Mabunda de venir dans toutes les manifestations où il préside. Est-ce qu'il saura le faire? Est-ce qu'il va avoir le cran de dire à Mabunda tout ça? Donc, ça c'est la première chose. Pour revenir, ce que j'ai dit, il faut considérer, à l'absence d'une définition constitutionnelle, que la crise là, c'est les conflits entre l'Assemblée et le gouvernement. Alors, les ordonnances non exécutées, pendant que Mabunda, qui est le chef de corps, qui est censé contrôler le gouvernement, et sanctionner les ministres indélicats, qui refusent d'appliquer l'ordonnance du président de la République, s'érige à donner des leçons et à menacer le président de destitution. Alors que la manière dont nous avons rédigé la constitution, Peter, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir d'initier une procédure de destitution du président de la République, ni qualifier ces actes de haute trahison. Qui constate les actes de haute trahison du président de la République? Ce n'est pas l'Assemblée nationale. D'accord, je vais maintenant poser la question. Est-ce que vous voyez Félix Tshisekedi aujourd'hui dissoudre l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, la demande citoyenne, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser les élections anticipées. Par contre, je ne vois pas un fils Tshisekedi trahir la politique du peuple d'abord, qui est le testament de son père, dont il a hérité. On apprend qu'ils Il vous a dit aussi, à Londres, il vous a dit quelque chose de fantastique. Que mon pouvoir ne vient pas d'un homme, c'est mon destin. Ce Dieu et le peuple congolais. Des déclarations, oui, mais les actions, depuis que tout s'est passé, là, on a l'impression d'avoir un président qui n'agit pas, qui se plaint, un président faible, contrairement à Kabila, qui était fort, qui a mis Kamere de côté quand il a agi comme ça. Vous avez la différence des tempéraments, la différence des stratégies, les contours et les contextes différents, mais moi, très honnêtement, je suis confiant que le président Félix Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, qui a hérité un testament de son père, qui nous a laissé à nous tous, le peuple d'abord, et si Franck Diongo soutient les actions de Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il s'inscrit dans la philosophie du testament de son père, qui nous a légué le peuple d'abord. Parce que le peuple d'abord est la vision où il faut tout faire pour l'intérêt général. Donc, je crois que comme il a dit que cette année, comme il a dit que cette année, sur Jeune Afrique, hein? Un instant, comme il a dit que cette année, un instant, comme il a dit que cette année, c'est une année d'action, je crois qu'il faut donner un délai de 3 à 6 mois pour évaluer dans 6 mois, parce qu'une année à 12 mois, on saura, il faut lui faire confiance et observer dans 6 mois quelles sont les actions qu'il a menées. Il n'y a pas de décision. Parce qu'il est en train de s'inscrire dans une approche qui, les peuples congolais, vraiment trouveront des réponses, ou trouvera des réponses aux préoccupations qui sont les leurs. Votre position sur le porte-parole de l'opposition? On apprend que Katumbi et Bembassi sont entendus pour une rotation de 2 ans chacun. Bon, là, je vais un système de 3 mois.
Mais ça bloque au niveau de l'Assemblée nationale. Votre réaction, qui, selon vous, a le portrait robot pour être le meilleur porte-parole de l'opposition aujourd'hui? Non, non, le problème est d'abord à battuter. Le problème est que il faudrait que le président et l'Assemblée, président et le Sénat, basta la facilitation et la désignation et la porte-parole et l'opposition. Katumbi derrière, Kabila ne donnera pas l'ordre. Alors, Nayango donc, ce côté un nombre de parlementaires, parce que banal va voter, soit tu vas yokani consensus, soit consensus les athées va un vote. Mais ce que le président Katumbi na président Bemba ba yokani, donc motasali concession Isaac Katumbi. Parce Bon? que Azana ba mais oyebi ke tango bazaki na 5 ans. Tango makambo eza bloqué, situation ya Katumbi ba résoudre yango te, Katumba lobi mboka ikotelema mpona nga te. Bolongola komonanga mboka ekende liboso. Lelo soko Bemba na Katumbi bayokani te, lokola les deux chambres les a présidées par bato ya Kabila, bako risquer ba pesa facilitation à désignation te. Donc koyoka na Bemba na Katumbi bakende pe élection lisouté. Donc consensus c'est mon année. Donc bakaboli mandat, donc ba déjouer G Kabila qui a bloqué désignation porte-parole. La mandature du président Félix Tshisekedi, un des éléments que Azad président de la démocratie et sengeli que Mabunda na président Tambwe Mamba bakoka ko faciliter désignation ya porte-parole ya opposition. Na félicité sagesse ya Bemba na Moïse Katumbi ndenge bayokani na consensus. Fayulu a lobby, c'est déjà président, donc le rôle de bloc pas. Mais pourquoi toi tu poses une telle question? Pourquoi? Parce que mon frère Martin a président en fonction. Il est à cause de l'opposanté. Martin, mais il est à pouvoir, il n'est pas dans l'opposition. Comment tu poses une telle question? Lui n'est pas opposant. Lui, il est président élu, il est en fonction. Merci beaucoup, Président Franck Diop.